Le marque-page est le nom de l'association qui a créé le banquet du livre d'été à la Grâce en 1995, rencontre littéraire et philosophique alliant création et études, recherche et transmission de tous les savoirs, accessibles au plus large public. Dans la perspective du prochain banquet qui se tiendra du 25 juillet au 31 juillet 2026, la librairie Ombre Blanche accueillait mercredi 13 mai le marque-page en collaboration avec les éditions Verdier lors d'une journée atelier intitulée « Partager ses marque-pages » où auteurs et autrices étaient conviés à commenter une page d'un ouvrage les ayant marqués, page entrant en résonance avec nos inquiétudes, nos espoirs, nos aspirations. Retrouvez tout de suite les marque-pages d'Anne Simonin Clio de Charles Péguy et de Gilles Moutot, Minima Moralia de Théodore Adorno. La séance était présentée par Christian Torel, ancien directeur de la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute. Merci beaucoup, désolé. D'abord, merci à toutes et à tous d'être là. Je serai très bref avant de passer la parole à Johan qui va vous expliquer très brièvement la règle du jeu, puisqu'effectivement, c'est une journée expérimentale, dans le sens où on s'était dit, justement, Christian l'a rappelé, il y a peut-être une sorte de superposition, confusion, banquet du livre, Verdier, marque-page, toutes ces choses-là ont évolué avec le temps, n'est-ce pas ? Et le marque-page existe encore, Verdier plus encore, mais le marque-page justement continue à se chercher comme une association de soutien au centre culturel de rencontre. Et dans cette perspective, nous étions dit pourquoi pas, avec Evelyne Pravidlo, qui préside cette association et qui m'a demandé de faire la prosopopée de son discours. Donc je parle à sa place, en tant qu'ex-vice-président, voilà, de cette association dont vous êtes le cœur battant, puisque je vois des adhérents fidèles depuis plus de 30 ans. Donc, vous vous souvenez que le cap des 30 ans était passé l'année dernière, et on s'était dit, bah tiens, après tout, Christian l'a rappelé, Ombre Blanche a été, si j'ose dire, le pilier, le soutien de toutes les activités à la Grâce. Pourquoi, pour une fois, le marque-page ne viendrait pas rendre hommage dans les locaux d'Ombre Blanche à toute cette histoire partagée. Et en parlant de partage, justement, c'était une occasion de réinterroger ce mot de marque-page, finalement hérité de 1994, année de la fondation de l'association, dans un passé qui maintenant s'éloigne, y compris parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont plus là, même si on pense à eux. Ce fait de s'interroger sur, au fond, qu'est-ce que c'est que marquer des pages, et donc cette journée expérimentale qui fait écho, bien sûr, un livre qui va sortir prochainement aux éditions Verdier sur les nuits expérimentales de Christian et Martine Torel, cinématographique. On en reparlera peut-être dans la journée. Cinématographique, hein. Et donc, partager ces marque-pages, c'est la question qu'on a voulu poser à 8 personnes. Qu'est-ce que c'est d'abord que marquer des pages ? Et qu'est-ce que ça pourrait être que les partager dans un contexte, évidemment, où le dialogue entre les livres, l'art de lire à 2, à 3, à 10, à 20 les livres et les manières de les lire n'est pas toujours très clair. Donc, voilà le principe qui nous a guidés. Venir à Toulouse d'abord, partager les marque-pages avec les compagnonnes et les compagnons de l'association qui soient directement actifs et qui sont donc au nombre de 8 aujourd'hui. Mais je laisse maintenant la parole à Yoann qui va vous raconter un peu le principe du jeu. Merci beaucoup, cher maître. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Je vais aujourd'hui occuper la délicate position d'être le maître de cérémonie de cette prestigieuse journée. Donc, comme Yann l'a rappelé à travers la voix d'Evelyne, donc l'objet de cette journée, c'est de présenter des marque-pages. On l'a vu, vous l'avez vu dans le programme aussi. Marquer des pages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avant tout essayer de proposer des passages marquants, des passages qu'on va transcrire dans des carnets, et le travail qu'on va faire aujourd'hui, vous allez le voir, il est un petit peu expérimental, mais Yann a un peu exagéré, enfin, vous connaissez... Ah, non.
il faut qu'il y ait un peu d'improvisation. Donc, on va essayer de voir en quoi précisément marquer des pages, c'est passer d'une sorte de brouillon mental où effectivement on fait quelques annotations pour essayer de passer de transcrire à écrire et ce délicat pont en fait de la création à la fois intellectuelle et littéraire, c'est-à-dire, on va le voir, c'est prélevé dans ce qu'on pourrait appeler des pages noires, c'est-à-dire que commencer à écrire, c'est se retrouver devant une page noire et non pas une page blanche, et comment précisément en marquant des pages, on va pouvoir transformer des passages qu'on relève en passage vers l'écriture, c'est-à-dire que le trajet de l'écriture, c'est aller de la page noire à la page blanche. C'était ça mon twist matinal. Alors, effectivement, on a prévu 4 dialogues aujourd'hui autour de passages. Alors, je vais vous indiquer un petit peu la manière dont ça va se passer, même s'il y aura évidemment des variations, puisque évidemment, intellectuels et littéraires aiment briser les règles. Donc, on a organisé chaque table autour d'un dialogue d'échange de marque-pages. Tout d'abord, la lecture d'un premier marque-page avec quelques raisons qui vont expliquer pourquoi le choix s'est porté sur telle page plutôt qu'une autre. Ensuite, le second intervenant va le présenter également et s'en suivra un dialogue, un échange. Mais j'ai déjà énormément parlé, mais je vais d'abord présenter nos 2 intervenants qui on peut effectivement les encourager car c'est le baptême du feu. C'est le baptême du feu. Voilà, merci. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Anne Simonin, historienne qu'on ne présente plus et qui aujourd'hui va nous exposer, donc qui va nous partager une page de Charles Péguy, Clio. Souvenez-vous, dans Histoire du cinéma, au pluriel, un Clio est cité abondamment par Godard. Et ensuite, Gilles Moutot, qui enseigne à la faculté de médecine de Montpellier, mais en tant que philosophe-médecin, pourrait-on dire. Donc ici... Ben, nous l'espérons, et qui va nous présenter ici Adorno. Donc voilà, j'ai parlé bien trop longtemps, je vais vous laisser la parole. Si jamais vous avez besoin de moi, je suis là au premier rang entre Christophe et Thomas. Merci à vous. Et donc, comme nous sommes un peu en retard, on va commencer tout de suite. Ce qui va me permettre de dénoncer les pressions dont j'ai été l'objet en disant que j'allais raccourcir le texte de Péguy, même pas en rêve. Dis-moi, depuis quand nous sommes morts ? Cette phrase, cette question posée par Adorno eût pu être formulée par Péguy. Il suffit de rappeler leur date de naissance, Adorno 1903-1969, Péguy 1873-1914, pour se rendre compte que ces 2 hommes ne se sont jamais rencontrés, n'avaient pas vocation à se rencontrer, ce qui, pour Péguy, est probablement la condition idéale de ce que peut être un dialogue. Et je vais essayer, et peut-être que après l'extrait que je vais vous lire, vous comprendrez mieux pourquoi. Déterminer les références à Clio, puis les références et les appels à l'histoire dans Les Châtiments de Victor Hugo. Il a très bien senti que moi, l'histoire, cette fois-ci, je n'étais pas capable de porter le coup. Que littéralement, je n'étais pas de taille. Un secret instinct littéraire, le seul qui ne trompe jamais, l'avertit qu'il fallait en chercher une autre que moi. Trop de massacres avaient été consommés dans les vers précédents. Trop de morts avaient été remémorés et commémorés dans des alexandrins antiques. Trop de cadavres avaient été couchés. Trop de cadavres avaient été enterrés. Trop de morts avaient été pleurés. Trop de sacrifices et trop de meurtres avaient été roulés dans les plus purs linceuls. Trop de terre avait été versée. Trop de sang coulait encore. Trop de victimes et trop de martyrs avaient été ensevelis dans les plus purs alexandrins. Je n'étais pas de force à soutenir cette montante voûte. Je n'étais pas de force à tenir le coup. Toi, qui vainquis l'Europe et qui pris dans ta main les rois et les brisa les uns contre les autres, né pour clore les temps d'où sortirent les nôtres, toi qui par la terreur sauva la liberté, toi qui portes ce nom sombre, nécessité, dans l'histoire où tu luis comme en une fournaise, reste seul à jamais, Titan 93. Rien d'aussi grand que toi ne viendrait après toi. Dans l'histoire où tu luis, c'est peu, dit-elle. Enfin, c'est une fiche. Mais vraiment ici, je suis bien peu personnifiée. Elle se tut, elle hésitait. Ses mains lacées retombèrent. L'avouerai-je à mon tour, elle me parut notablement découragée et même, il faut dire le mot, désabusée.
Dans l'histoire où tu luis, ça me donne un peu l'air d'un appareil d'éclairage. Mais enfin, dit-elle, cela passerait encore. J'y suis malheureusement faite, le respect s'en va tellement depuis Périclès. Mais ce qui m'arrête, dit-elle, c'est que je vois bien que cette histoire va finir comme toutes les histoires. Comment cela, lui répartis-je ingénument? Elle ne fait que commencer. Ce mot ne m'était point échappé que je le regrettais amèrement. Commencer. Le pli de son front se creusa plus amer. Ce mot la plongea dans un abîme de tristesse. Commencer, dit-elle enfin. Vous l'avez dit, malheureux enfant, vous l'avez dit, mon pauvre ami, dit-elle, avec ce système de fiches. Mes histoires ne font jamais que commencer. Nous ne sommes que deux, dit-elle, qui n'aboutissons jamais. Et c'est Uranie parce qu'elle fait l'histoire du ciel, et c'est moi, Clio, parce que je fais l'histoire de la terre. Vous l'avez dit, mon petit ami, cette histoire ne fait que commencer. Eh bien, toutes mes histoires sont comme ça. Toutes mes histoires, c'est la même histoire. Toutes mes histoires, toute mon histoire ne fait jamais que commencer. Hugo a pu achever les châtiments, mais moi, je n'achèverai jamais l'histoire des châtiments. Voilà où m'a conduit, dit-elle, leur idée d'épuiser le détail. Il me faut une journée pour faire l'histoire d'une seconde, il me faut une année pour faire l'histoire d'une minute, il me faut une vie pour faire l'histoire d'une heure, il me faut une éternité pour faire l'histoire d'un jour. Sous mon nom de Clio, je n'ai jamais assez de fiches pour faire de l'histoire. Quand il s'agit d'histoire ancienne, on ne peut pas faire d'histoire parce qu'on manque de références. Quand il s'agit d'histoire moderne, on ne peut pas faire d'histoire parce qu'on regorge de références. Voilà où ils m'ont mise avec leur méthode de l'épuisement indéfini du détail. Ou bien je veux, comme ils veulent, épuiser l'indéfinité du détail et alors je ne peux jamais, pas même, commencer mon commencement. Ou bien je lâche, fût-ce d'un atome, la totale indéfinité du détail. Et alors, d'une part, je perds tout, car tout mon prétendu système de sécurité tombe, et d'autre part, je ne gagne rien, car il s'agit d'art, c'est à mes sœurs que l'on s'adresse, non à moi. Pour le monde antique, je manque de fiches, pour le monde moderne, je manque du manque de fiches. On a dans l'Antique un document sur 557 000. Mais direz-vous qu'importe si ce document est justement le bon, celui qu'il fallait. Un texte, une ligne peut éclairer un monde. Pardon mon ami, vous pouvez parler ainsi, mais moi précisément, je n'en ai pas le droit. Je n'en ai plus le droit. Dans le monde moderne, qu'une ligne, qu'un mot éclaire un monde, cela, c'est un procédé d'art. Et les procédés d'art, dans le monde moderne, sont précisément tous ceux qui me demeurent interdits. Moi aussi, ne suis-je pas l'aîné des muses, je serais très capable de saisir d'un regard tout ce qu'il peut y avoir dans un vers d'Homère. Moi aussi, je serais très capable et d'être obéissante au texte, et bien allante, et bienvenante, et bien servante, et bien suivante, et bonne entendante, et intelligente. Mais c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Respecter même un texte, c'est la dernière idée qui leur viendrait. Ces hommes qui passent leur temps à établir des textes, l'idée ne leur viendra jamais de servir un texte, d'entendre un texte, et d'entendre à un texte, de l'accueillir comme un hôte auguste et pourtant familier. Au seuil de la maison de Péguy, le texte. Il me semble que cet extrait, qui est extrait donc de Clio, texte posthume, qui a fait l'objet, Jean-Louis Janel l'explique très bien dans sa réédition, dans son édition du texte, de beaucoup de controverses et qui paraît en 1917, 3 ans après la mort de Péguy, est à la fois un texte de circonstance, puisque Péguy va s'élever contre les puissants du jour, qui sont la Sorbonne positiviste, et notamment Langlois et Seignobos, et dénoncer ce que on appellera le phylloxéra des fiches, c'est-à-dire une méthode qu'il juge absolument absurde de faire de l'histoire, mais qui est la méthode triomphante. Péguy, la voix de Péguy, elle vise toujours les puissants, elle vise toujours les gens qui sont installés. Et ce qu'il y a, il me semble, vraiment d'intéressant dans ce texte, c'est que c'est en réalité que Péguy acte en quelque sorte un échec, qui est l'échec de la méthode positiviste, et que fondamentalement, il pointe le doigt sur une autre répartition dans la hiérarchie des disciplines, pas tellement l'histoire, mais plutôt la littérature. Il y a des choses que la littérature peut penser et des choses auxquelles l'histoire, elle, ne peut pas avoir accès. Et
cette façon, cette défaite relative qui est théorisée en quelque sorte par Péguy, il me semble qu'il trouve une voie qui, comme souvent chez Péguy, est une voie qui est incroyablement moderne. Et cette voie moderne, elle n'est pas du tout de faire ce que fait par exemple quelqu'un comme Jablonka, qui dit qu'il faut en quelque sorte littérariser l'histoire. Surtout pas. C'est pas ça du tout que dit Péguy dans ce texte. Péguy dit qu'il faut révolutionner ce qu'est votre notion du document, puisque le document étant pour Langlois et Seignobos la pierre de touche de l'histoire, le document écrit. Et Péguy dit, oui, simplement, vous allez vous retrouver confronté à des moments où il n'y a pas de documents, où il y a trop de documents. Mais fondamentalement, il faut que vous changiez d'attitude par rapport aux documents. Il ne suffira pas de considérer le document comme une source. Le document, il invite, de mon point de vue, à le considérer comme une performance. C'est-à-dire qu'il considère que pour devenir véritablement source pour l'historien, le document doit être considéré comme une action et le document doit être lu. Et l'importance qu'il accorde à la lecture du texte permettant d'avoir un autre regard sur l'histoire, est quelque chose que l'on retrouvera dans la théorie littéraire de Jean-Paul Sartre en particulier, dans la mesure où il y a cette dimension, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il fait vraiment écho à notre contemporain, de la nécessité absolue de réapprendre à lire un texte. Non pas de le commenter, parce que Péguy, ça peut être un auteur qui apparaît parfois un peu empesé. Moi, même si j'adore le ressac de ses phrases et de ses adverbes, mais c'est aussi un auteur extrêmement drôle, Péguy, et notamment quand il critique les commentaires qui sont faits à l'université en disant ça c'est un désastre, il faut surtout qu'ils arrêtent de commenter parce que plus ils commentent, moins ils comprennent. Et c'est pas ça qu'on veut. Et il a des phrases extrêmement puissantes sur la lecture, et je terminerai là-dessus. Rien ne vaut la lecture pure d'un texte pur. Il appelle à des lecteurs purs qui lisent pour lire. Et il faut bien voir que le lecteur est cette figure absolument centrale. C'est le citoyen de la République des lettres, le lecteur. Et si l'historien n'accepte pas de redevenir ce lecteur-là, eh bien, l'histoire est vouée à se laisser totalement dominer par la littérature, dans la mesure où la littérature pensera une réalité à laquelle l'histoire ne pourra pas avoir accès. Et d'abord, savons-nous ce que c'est que lire et bien lire et lire mal ? Et Péguy considère qu'il y a un droit exorbitant qui est donné au lecteur, c'est le droit de mal lire. C'est-à-dire, vous pouvez toujours mal interpréter, justement, un auteur, mais ce droit-là, il va aussi avec son droit négatif, en quelque sorte, qui est le droit de bien lire un texte. Et je conclus avec Péguy, celui qui comprend le mieux le Cid, c'est celui qui prend le Cid au ras du texte, dans l'abrasement du texte, dans le dérasement du sol, et surtout celui qui ne sait pas l'histoire du théâtre français. Merci de votre attention. Adorno. Merci. Oui, alors, bon, l'idée, c'est quand même aussi, justement, de faire un peu un lien entre nos textes, qui ne paraissaient pas évident au départ, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, bon, cette phrase par laquelle j'ai commencé de Péguy, en fait, il y a une occurrence dans les Minima Moralia, et ça va nous ramener aussi à la raison pour laquelle Godard parle de Péguy dans les histoires du cinéma. Tu peux me le donner une minute, s'il te plaît ? C'est que, je parlerai de la structure de Minima Moralia tout à l'heure, mais oui, pourquoi ? Parce que, bon, depuis quand nous sommes morts, il y a une occurrence dans les Minima Moralia, qui est un ensemble de textes composés entre 1944 et 1947 aux États-Unis, quand Adorno est en exil. La question, on va revenir sur cette question-là par rapport à la maison, justement. Mais cette occurrence de Péguy, c'est dans la partie de 1947. C'est-à-dire là, le moment où, si dans le texte que j'ai choisi, il est question des camps de concentration, à un moment, là, maintenant, il n'y a plus de doute en 1947. Ça ne s'appelle pas équarrissage par hasard. C'est-à-dire que dans une société où l'individu est devenu complètement insignifiant, finalement, on programme le fait qu'il soit interchangeable et qu'on puisse donc le massacrer en série. Et à ce moment-là, il cite Péguy.
cite une phrase de Péguy en 1907, où Péguy dit que le monde moderne a réussi à avilir ce qu'il y a peut-être de plus difficile à avilir au monde, parce que c'est quelque chose qui a en soi, comme dans sa texture, une sorte particulière de dignité, comme une incapacité singulière à être avili. Il avilit la mort. Il avilit la mort. Bon, il y a une sorte de lien entre ça et puis ce qui fait la suite du paragraphe et ce qui devient dans la fin de la dialectique négative, qui commence par ce paragraphe qui s'appelle « Après Auschwitz », où Adorno dit « Depuis Auschwitz, et depuis aussi Hiroshima, dit-il dans des cours qu'il fait à la même époque, la mort signifie avoir peur de quelque chose de pire que la mort. » Voilà. Et donc, je crois que sur le rapport à l'histoire, c'est vraiment intéressant, parce que c'est comme ça que Godard reprend Péguy. L'idée que le cinéma rate ce qui s'est passé. Il y a une image absente autour de laquelle tourne tout le cinéma, de la même manière qu'au fond, Péguy dit trop de victimes et trop de martyrs avaient été ensevelis dans les plus purs Alexandres. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... on connaît la fameuse phrase très mal citée d'Adorno sur écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare, et ça continue en 10 ans, et ça rejoint la question de la méthode historique aussi, et de la méthode des sciences sociales, c'est-à-dire, et cette phrase atteint même la connaissance qui prétend dire pourquoi il est impossible d'écrire des poèmes après Auschwitz. C'est-à-dire, évidemment, on ne peut plus faire une poésie lyrique après la liquidation de l'individu. Ou alors, ça sera le lyrisme négatif de Ceylan. Par exemple. Et il y a vraiment cette idée, effectivement, d'être au ras du texte aussi chez Adorno, une théorie de la lecture. Alors, effectivement, c'est une plaque tournante, Péguy. D'ailleurs, il meurt au moment où Adorno vit son enfance à Francfort, son enfance d'enfant bourgeois protégé. Il va être complètement expulsé de ça. Et ce qu'on disait sur le fait que ça va compter sur les théories littéraires, les théories de la lecture, chez Adorno, il y a toute une théorie de l'interprétation qui consiste justement à lire le texte à partir de sa littéralité, de la même manière en luttant aussi contre le positivisme. Il lutte aussi contre le positivisme dans les sciences sociales, Adorno, mais en faisant en sorte que justement la lettre fasse proliférer du sens, qu'elle ne soit pas captée en quelque sorte par un esprit qui révélerait un sens qui était un petit peu caché, mais bon, j'ai un peu gratté, puis on a trouvé. C'est intéressant d'ailleurs parce que à mon avis, dans la traduction, il parle de Péguy comme un catholique de gauche. En fait, en allemand, il dit pas ça, il dit radical catholique, c'est-à-dire que catholique radical, c'est-à-dire ça renvoie aussi à ce que Adorno et Horkheimer disent dans la dialectique de la raison, en parlant de ces grands chrétiens révoltés, quoi. Pascal, Lessing, Kierkegaard, et Péguy, peut-être un grand chrétien révolté, quoi, d'une certaine façon. Donc, puisqu'il sera question aussi de Kafka cet après-midi, il y a des réflexions un texte d'Adorno qui s'appelle « Les réflexions sur Kafka », dans lequel il dit « Chez Kafka, chaque phrase est littérale et chacune signifie, mais les deux aspects ne se confondent pas. Confondent pas, mais se séparent, et font surgir un abîme cru, d'où surgit dit-il, je crois, la fascination. C'est ce qu'il appelle l'allégorie, c'est-à-dire l'allégorie, non pas le symbole, non pas un lien rassurant entre signifiant et signifié, mais au contraire le fait que on lit à force de lire au ras justement de texte, on doit lire un autre texte. Et pourquoi ? Parce que l'histoire, c'est pas quelque chose qui est autour de l'œuvre, c'est pas un petit décor bien tranquille. L'histoire, elle est déposée dans les œuvres. Elle est déposée dans les œuvres, et les œuvres sont des champs de tension, quoi. Interpréter, c'est faire surgir ce champ de tension. Tiphaine Samoyo, dans son dernier livre, en parle, au fond, dans toutes sortes de misérables. C'est bien ça le titre. Hein. Adorno, bon, il en parle beaucoup pour la musique, par exemple. Hein. Interpréter une partition musicale, c'est voir tous les problèmes qui sont accumulés dedans et qui font que la partition n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que dans le contexte historique où je la reçois, on doit être obligé peut-être de changer les tempos par rapport à ce qui était fait au départ. C'est pour la même raison qu'il va se critiquer la façon dont
au début du XXe siècle, dans la crise du langage musical, certains veulent revenir à des formes baroques, à du néoclassicisme, etc. Il dit non, c'est pas ça. Voilà, il va falloir inventer de nouveaux gestes compositionnels. Voilà. Donc, avec cette idée qu'au fond, cette historicité, elle est inépuisable. On ne remonte pas à une origine, on ne retrouve pas quelque chose de calme, de tranquille, on ne retrouve pas une assurance ontologique, en quelque sorte, dans ce geste d'interprétation et de lecture. On ne rentre pas chez soi, quoi. On rentre pas chez soi, et ça, c'est effectivement le texte que j'ai choisi là, donc peut-être que je vais y passer on rentre pas à la maison, quoi. Du coup, je vais lire mon texte, peut-être. Ouais. Ouais. Donc, asile pour sans-abri, paragraphe 18 de Minima Moralia, je reviendrai après sur la datation. Ce qu'il en est à présent de la vie privée, l'espace où elle a lieu le montre bien. À vrai dire, il est devenu tout à fait impossible d'habiter. Les demeures traditionnelles, où nous avons grandi, ont maintenant quelque chose d'insupportable. Chaque élément du confort que nous y trouvons s'achète au prix d'une trahison de nos exigences intellectuelles. C'est même plus direct en allemand. Verrat an der Erkenntnis, contre la connaissance. Une trahison de la connaissance. Et chaque trace d'un rassurant bien-être en sacrifiant à cette communauté d'intérêts étouffante qu'est la famille. L'habitat fonctionnaliste, en fait c'est les habitats de la nouvelle objectivité, c'est même ça qu'il dit en allemand, qui a fait table rase de tout superflu, ne produit que des étuis pour béotiens confectionnés par des experts, ou bien des usines égarées dans la sphère de la consommation, qui n'ont pas la moindre relation avec ceux qui les habitent. De tels logements sont une gifle donnée à la nostalgie d'une existence indépendante qui de toute façon n'existe plus. L'homme moderne souhaite dormir près du sol comme un animal, c'est ce qu'affirmait avant Hitler un magazine allemand avec un masochisme prophétique, supprimant ainsi la frontière entre la veille et le rêve, en même temps que le lit lui-même. Les individus qui sortent de la nuit accablés de sommeil, c'est le mot allemand, c'est du Übernächtigen, ils ont passé la nuit mais sans vraiment arriver à dormir, quoi, sont disponibles, verfügbar, c'est-à-dire on peut les disposer même, presque comme une pièce dans une machine, à tout moment et prêt à tout sans résistance, à la fois alerte et inconscient. Celui qui se contente d'accumuler chez lui les éléments disparates d'un mobilier de style authentique procède de son vivant à son propre embaumement, rentre dans son terrier. Celui qui veut échapper aux responsabilités du logement en prenant une chambre à l'hôtel ou un appartement meublé est un malin pour qui, en quelque sorte, les conditions qu'imposent l'émigration deviennent la règle. Comme toujours, c'est pour ceux qui n'ont pas le choix que la situation est la plus difficile. Ils habitent sinon dans des bidonvilles, du moins dans des bungalows, mais demain déjà, ils coucheront peut-être dans des cabanes de jardiniers, dans des caravanes ou dans leurs voitures, sous la tente ou à la belle étoile. Le temps de la maison est passé. Les destructions infligées aux villes européennes, exactement comme les camps de travail et les camps de concentration, ne font qu'exécuter ce que l'évolution immanente de la technique a décidé depuis longtemps quant à l'avenir des maisons. Ces dernières n'ont plus qu'à être jetées comme de vieilles boîtes de conserve qu'on produit dans des usines. Il y a été question un peu plus haut. La possibilité d'habiter est anéantie par celle de la société socialiste qui, en tant que possibilité manquée, est devenue le mal rampant de la société bourgeoise. Aucun individu ne peut rien faire contre. Déjà, quand il se préoccupe de décoration intérieure et conçoit son propre mobilier, il se rapproche d'un goût d'inspiration art déco, un peu comme un bibliophile, même s'il est tout à fait contre les arts décoratifs. Avec le recul, la différence entre Bauhaus et Wiener Werkstätte n'est plus si marquante. Entre-temps, la ligne des formes purement utilitaires est devenue autonome et s'est affranchie de sa vocation fonctionnelle pour devenir ornementale, tout comme les formes typiques du cubisme. La meilleure attitude par rapport à tout cela semble être encore une attitude suspensive qui ne s'engage à rien, mener sa vie privée aussi longtemps que le type de société dans laquelle nous vivons et nos besoins personnels ne permettent pas de vivre autrement, mais ne pas la compromettre en attendant d'elle qu'elle puisse être encore la réalisation adéquate de l'individu dans sa vraie dimension sociale. Il fait même partie de mon bonheur de ne pas être propriétaire, écrivait Nietzsche dans Le Gai Savoir. Il faudrait ajouter maintenant qu'il fait aussi partie de la morale de ne pas habiter chez soi. Voilà qui témoigne du rapport difficile que l'individu entretient avec ce qu'il possède, pour autant qu'il possède encore quelque chose. Tout l'art ne serait qu'à faire connaître en pleine évidence que d'une part, la propriété privée n'appartient plus à personne, au sens où la masse des biens de consommation est devenue potentiellement si abondante qu'aucun individu n'a plus le droit de se cramponner au principe de leur limitation, mais que d'autre part, il faut cependant posséder quelque chose si l'on ne veut pas tomber dans la dépendance et la nécessité qui profitent au maintien aveugle des rapports de propriété. Mais dans ce paradoxe, la thèse conduit à la destruction, à l'indifférence et au mépris des choses, ce qui se retourne nécessairement contre l'homme lui-même. Et l'antithèse est déjà, dans l'instant même où on la formule, une idéologie à la disposition de ceux qui, en toute mauvaise conscience, veulent garder ce qui est à eux.
Il n'y a pas de vie juste dans la fosse. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus. Oui, peut-être. Voilà, on peut peut-être... non ça, sur ça et ça, parce que nous, on peut continuer sans aucun problème. Mais peut-être que vous avez des choses à dire. Merci beaucoup pour ces belles lectures et découvertes, pour ma part en particulier de Peggy. J'aurais une question par rapport à un lien que je me fais dans ma tête entre les deux textes et vos commentaires, et je me demande si ça tient, selon vous. Vous avez dit d'une part, Anne Simonin, vous avez parlé du document et comment ça devient autre chose, il faut repenser... notamment, si j'ai bien compris, en termes de performance-action. Alors, je ne connais pas la pensée de Peggy, donc je spécule un tout petit peu, que je lis ou entends comme une forme de déracinement, de détachement de quelque chose de sûr et de entièrement fiable, comme une chose établie et qui se fait aussi en quelque sorte dans l'acte de lecture ou de traitement ou du travail qu'on fait sur ce document. Et il s'est fait un lien dans mon esprit avec ce que vient de dire Gilles Moutot concernant Adorno sur ce fait de habiter ou comment on habite, et qu'il y a aussi une forme de déracinement par rapport à la maison ou par rapport à une sécurité que pouvait fournir un lieu qu'on possédait, qu'on préparait, où on était existentiellement, où on existait. Je ne sais pas si c'est trop spéculatif de relier les deux comme deux expressions de ce déracinement moderne, contemporain. Je ne sais pas si c'est poussé trop loin, à votre avis. Non, je pense que, oui, je repense à ce que j'ai dit sur Kafka tout à l'heure, parce que la suite du texte d'Adorno, c'était de dire, justement, Kafka, le symbole, ça marche pas. C'est-à-dire, justement, on arrive déjà... et d'une certaine manière, c'est un peu ce que dit Peggy aussi. Trouver des significations toutes prêtes, ça signifie ça, ça c'est parce que, la méthode lansonienne aussi, mais qui va faire ça avec une sorte de contextualisation historique laborieuse. Et Adorno dit à un moment, à propos de Kafka, chaque phrase dit « interprète-moi » et aucune ne tolère l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que l'épreuve du texte, là, c'est de se faire déplacer, quoi. Et il continue même en disant que c'est comme certains films avec des techniques modernes, donc ça devait être les débuts de la 3D un peu, même à l'époque, fin des années 50, où on a l'impression que ça vous fonce dessus dans la salle. Et donc je crois que chez Adorno, c'est ça qui est fascinant chez lui, je trouve. C'est-à-dire que la critique même évidemment de la modernité de l'architecture fonctionnelle qu'il aborde là, elle est caractéristique d'une transformation dans la domination. Mais elle existait déjà, cette domination. C'est-à-dire qu'il est très conscient que la demeure dans laquelle il a grandi, c'est très bien dit dans ce magnifique livre de merveilleuses éditions, Verdier, Théorie des maisons. Les raisons d'Adorno dans ce texte, elles sont politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domus sans dominus, quoi. Alors ça, c'est ce qu'il a connu, lui, d'une certaine façon, au début du XXe siècle, dans cette bourgeoisie juive assimilée, avec les pères même qui ont réussi en quelque sorte dans les affaires, et puis la génération d'après, ils sont tous marxistes, les enfants, quoi. Bon, voilà. Et voilà, et d'une certaine... D'où le lien qu'il a aussi avec Thomas Mann, etc. Et d'où aussi le fait qu'on pouvait se rebeller contre les pères. On pouvait faire bouger cette société. Et la théorie de Freud, qui est pas par hasard une topique, dit ça. Le moi est dans des frictions avec les pulsions et puis le principe de réalité, mais c'est comme ça que le sujet se construit, dans le conflit et dans les conflits qui traversent la société. Ce qu'il dit là dans ce texte, à un moment donné, la notion d'étui, qu'utilisait d'ailleurs déjà Benjamin aussi dans le livre des passages. Le 19e siècle, il invente la demeure bourgeoise, demeure boîtier. Le 20e, il invente la demeure boîte de conserve. Bon. C'est-à-dire, là, en fait, les individus qui deviennent alertes et inconscients, en fait, ils ont quasiment plus de moi, quoi. Une des grandes questions que se pose Adorno et toute la théorie critique dans les années 30, c'est comment ça se fait que les gens suivent le fascisme contre leurs intérêts.
Comment ça se fait que les discours de propagande fonctionnent? Le thème de la suppression du lit, hein, de ce masochisme prophétique, comme il le dit, c'est vraiment important. Parce que le lit, c'est pas n'importe. On le verra avec le texte de Christophe cet après-midi, le texte de Jacques Roubaud, où le lit, c'est cet objet à partir duquel on s'oriente dans la maison. Hein. C'est littéralement ce qui en fait un lieu à la fois familier, mais aussi familial. Hein. Roubaud parle, il y a le lit de ma sœur, etc. Et c'est le lit qui fait le foyer, littéralement, hein, puisqu'on conquiert des zones froides, dit le texte de Roubaud. Foyer, le feu, l'âtre, hein. Atrium en latin, hein, justement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la maison, à ce moment-là, elle devient un lieu peut-être habitable, justement parce que, c'est ce que dit aussi la suite du texte, parce que c'est d'abord un agencement, un aménagement d'espace, et toujours un rapport aussi avec l'extérieur. Le drame aussi, c'est quand la maison se veut pure protection. C'est ce qu'il dit là, celui qui faire une sorte faire un mobilier de style authentique, comme si, et on sait que Adorno n'aime pas tellement ce mot d'authenticité. Il y a ce livre dirigé contre Heidegger, jargon de l'authenticité. Il procède déjà à son propre embaumement. Hein. On retrouvera cette question, je pense, aussi avec le texte de l'extrait du Terrier de Kafka. On est toujours déjà exilé d'une certaine façon pour Adorno. Faut pas se la raconter. Simplement, la domination est devenue plus brutale. Il y a moins de médiation. Voilà. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans un texte comme Minima Moralia, c'est que il prend Minima Moralia, c'est un livre donc une sorte de journal un peu philosophique avec des fragments, des aphorismes, mais toujours. Il se méfie de ça aussi, Adorno. L'aphorisme, ça peut devenir très sentencieux. Hein. D'où le fait qu'il y ait des textes de très inégale longueur. D'où le fait qu'il compose. Hein. Il s'agit de traquer aussi la pulsion autoritaire, y compris dans le discours qui prétend critiquer cette pulsion autoritaire. Et par contre, c'est cette idée de regarder les choses du quotidien et voir comment il y a des formes de domination qui s'y infiltrent et qui s'inscrivent dans nos corps. Dans les paragraphes qui suivent celui que j'ai choisi, il montre que finalement, maintenant, il y a des portes qu'on ne ferme même plus. Elles se ferment toutes seules, qu'elles ne demandent plus aucune délicatesse, et que quand on monte dans sa voiture, par exemple, on sent tellement la puissance du moteur qu'on est presque tenté, justement, d'écraser tout ce qui bouge. Ça en dit long, quand même. Ils découvrent ça aussi, une sorte de civilisation de la bagnole, quoi, aux États-Unis. Donc voilà, je pense que... Bon, mais je te laisse peut-être rebondir par rapport à Peggy. Ouais. Merci. Alors, dans ce jeu de croisement qui devrait pas se produire, il y a un arrière-plan avec Peggy. D'abord, rapidement, Alain Finkielkraut a consacré un essai qui s'appelle Le Mai contemporain, qui est un texte intéressant. Inégal, mais de mon point de vue, vraiment intéressant. Bien comprendre que Peggy est quelqu'un qui a été avalé en quelque sorte par le régime de Vichy. Et c'est la grande référence vichiste. Et que son œuvre, la lecture de son œuvre ne s'est jamais totalement remise de cette exploitation qui se fait par deux biais. La Jeanne d'Arc, puisque Brasillac, ils vont tous produire des textes sur Jeanne d'Arc, et je vous renvoie au très grand papier de Michel Vinocq sur Jeanne d'Arc dans les lieux de mémoire, où il étudie la plasticité de la mémoire de Jeanne d'Arc. Et puis la volte-face. Peggy est un homme de volte-face, mais Peggy est un homme de logique et de volte-face cohérente, qui va l'amener, après le coup de Tanger de 1905, à avoir un réveil patriotique et non pas nationaliste. Et ça, je trouve que c'est pas Barès, Peggy, du tout. Mais il va à nouveau être utilisable par rapport à la situation de la France dans les années 40 et le retour à des vraies valeurs. Et comme Peggy, qui a été une des très grandes voix dreyfusardes, évidemment, avec les cahiers de la quinzaine, va rompre avec les Dreyfusards, et en particulier dans les années 1910 avec Jaurès, en considérant que Jaurès, c'est des magouilles politiciennes, et que Jaurès, qui a été
lui-même un immense tréfusard. Il faut bien comprendre que les preuves de Jaurès ça fait partie de ces livres séminaux dans l'histoire de France, parce que si vous n'avez pas les preuves de Jaurès, vous n'avez pas la question d'Henri Alleg. Mais je ne vais pas vous expliquer ça là maintenant. Mais c'est très important de comprendre, et Péguy va rendre un immense hommage aux preuves de Jaurès, donc ça nous ramène aux documents, en disant, si vous voulez quelqu'un qui construit des preuves en histoire, vous commencez par Jaurès plutôt que par Langlois et Seignobos. Donc c'est pas rien. Et tout d'un coup, Péguy va dire non, ça c'est pas possible. Ce que vous êtes en train de faire, donc c'est pas concevable. Et vous êtes en train de dégrader une mystique en politique. Alors, ça va permettre à des gens qui n'aiment pas Péguy d'hystériser la position de Péguy, de dire évidemment les mains pures, et d'en faire un kantien en quelque sorte, en disant si vous voulez tous avoir les mains pures, vous finirez par ne plus avoir de mains. Péguy, il a toujours eu 2 mains, 2 pieds. Hein. Il est dans un rapport extrêmement charnel et extrêmement incorporé à son écriture. C'est pour ça que quand je dis que l'acte de lecture chez Péguy, ça tient de la performance, c'est parce que l'intelligence d'un texte passe pas simplement par l'intellect, elle passe par le corps, par le fait de pouvoir s'approprier en quelque sorte le texte, parce que là, vous le chargez exactement comme on chargerait des batteries de présent. Et c'est pour ça qu'il peut pas y avoir que l'interprétation, le commentaire, c'est le summum du crétinisme, même si c'est l'exercice le plus pratiqué à l'université, c'est qu'à chaque fois que vous lisez, vous injectez du présent et vous modifiez à la fois l'écho, l'interprétation et le sens du texte. Et que les grands textes sont ceux qui vont permettre, évidemment, la multiplicité des interprétations. Et donc, il y a cette modernité. Et le problème, c'est que travailler Péguy, c'est soulever une pierre tombale, en quelque sorte, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas assignable, qui est un déraciné, là, pour le coup, volontaire permanent. C'est un auto-exilé, Péguy. C'est cet homme qui est en étrange pays dans son pays lui-même, et qu'il va falloir... C'est pour ça que c'est pas rien que, pendant la guerre, pour éviter que Péguy soit avalé par la machine de propagande pétainiste, il va y avoir un texte aux éditions de Minuit qui s'appelle Péguy Périt, qui est introduit par Aragon, et où on va republier d'autres extraits de Péguy que le Péguy que met en scène la Révolution nationale. Sauf que le problème de l'enjeu mémoriel, c'est que Péguy est resté, la mémoire ou l'intérêt de Péguy est resté très profondément entaché par cette utilisation nationaliste et par cette fausse et cette mauvaise lecture. Parce que ce qu'ils ont fait quand même sous Vichy, c'est une lecture mal intentionnée. Et donc c'est une lecture totalement anti-péguiste de Péguy. Et une fois qu'on revient dans ces textes qui sont des textes ouverts, puisque Clio c'est un texte posthume, qui a en réalité 2 textes, qu'on ne connaît pas l'antériorité éventuelle des textes, donc ça pose des problèmes philologiques totalement énormes, qui ont été résolus par son fils, mais qui ont été contestés par la critique, donc ça les occupe beaucoup. Mais nous, on s'en fout, parce que l'important, c'est d'avoir les textes. Et c'est de se laisser porter, et la lecture de Péguy, ça demande un lâcher-prise. Et donc, vous êtes emmené. Vous savez pas, il part et le fait, la Tour s'est intéressée à la répétition chez Péguy, c'est presque une litanie, et vous êtes porté par le verbe. Et vous arrivez sur des rives qui sont pas nécessairement prévues. Péguy, c'est toujours quelqu'un qui commence une phrase sans savoir ce qu'il va dire à la fin de la phrase. Et ça, c'est incroyablement libératoire quand vous êtes un universitaire. Donc c'est presque un exercice mental sain de lire Péguy pour comprendre à quel point vous devez être dans la déprise vis-à-vis du savoir, pour permettre à l'histoire de s'emparer du savoir, justement. Donc il faut lire Péguy. Voilà, c'est... Oui, merci. Peut-être, je sais pas, peut-être un petit mot de plus là-dessus, mais est-ce que je pensais à cette idée, il reste étranger dans son propre... comment tu as dit, étranger en étrange pays dans ce voilà. Mais oui, je pense que ça aussi, c'est peut-être un des points communs, c'est cette idée que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que avec des stratégies très différentes, chez lui c'est la prosopopée, c'est répétitions, là aussi c'est une manière de se déplacer en permanence. Bon, là c'est d'autres techniques d'écriture, et je pense que là chez Adorno, il y a un travail. Mais même dans ces textes plus théoriques, ils ressemblent jamais à des textes vraiment académiques, quoi. Il y a un travail
qui renvoie un peu à ce que Carlo Ginzburg appelle l'estrangement, quoi, dans la distance. Encore une histoire de distance. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de maison sans une manière d'aménager des espaces, d'aménager des distances. L'aliénation, justement, c'est de plus avoir du tout de distance, dit Adorno. Et alors, l'estrangement, en allemand, c'est Verfremdung. Et c'est presque le même mot que l'aliénation, qui est Entfremdung. C'est-à-dire, je déforme, j'exagère, je regarde les objets du quotidien comme poussant à une forme de brutalité sans qu'on s'en rende compte, par exemple. Et à ce moment-là, ça fait apparaître l'Entfremdung, la déformation de nos existences, quoi. Mais je dis ça pourquoi ? Pour pas qu'on ait l'impression qu'on tombe dans une sorte de pessimisme totalement stérile. Parce que, justement, chez Adorno, il faut se détacher de cette idée du sujet qui pense pouvoir avoir sa morale tranquille. Hein. Minima moralia, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire ne pas penser que on pourrait s'en sortir avec une morale privée, quoi. Moi, chez moi, bien au chaud, moi, je suis juste au moins, quoi. Je participe pas à l'injustice générale. En revanche, le fait, justement, d'exagérer, de montrer que les phénomènes, justement, ont des effets sur nos corps, enfin, dans l'organisation même quotidienne de nos vies, ça donne un critère. Et ce critère, pour Adorno, c'est celui de la souffrance. C'est-à-dire qu'à partir de là, justement, quand il dit il n'y a pas de vie juste dans la fosse, on pourrait traduire aussi il n'y a pas de vie juste dans un monde faux, ou de vraie vie dans un monde faux, la traduction est difficile, ça veut dire aussi qu'il faut transformer, quoi. Ça veut dire qu'il y a une transformation à faire, et pour ça on a besoin de connaissances, et pour ça on a besoin des sciences sociales, et pour ça on a besoin de faire ce qu'ils font aussi quand ils sont aux États-Unis, les enquêtes sur la personnalité autoritaire, sur les potentialités fascistes qui traversent la société américaine, hein, qui en plus est une société qui se mire dans son image de vainqueur. Après avoir terrassé le nazisme, mais en fait, ce que montrent les études sur la personnalité autoritaire, c'est pas vraiment ça, quoi, en quelque sorte. Donc il y a quand même vraiment cette dimension qui appelle à chercher où sont quand même les failles dans ce contexte d'aveuglement, par l'expression. Et il y en a quand même, ne serait-ce que parce que on peut produire ces effets de distanciation, d'estrangement, comme dirait Ginzburg. C'est un peu une manière de vous répondre quand même aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses très belles aussi dans Minima Moralia qui communiquent le fait que ce soit justement des aphorismes, que ce soit pas linéaire. Il y a aussi un autre paragraphe qui répond à celui-là, qui dit quand l'enfant rentre de vacances, rien n'a bougé dans sa maison, et pourtant tout lui apparaît comme neuf et dans un jour de fête. Il dit pourquoi ? Parce que là, c'est ces tout petits instants. Et effectivement, l'enfance est un réservoir d'expériences qui sont finalement porteuses d'avenir. L'enfance, pour Adorno, au fond, c'est le signe de ce qui n'a pas encore eu lieu, de ce qui attend d'avoir lieu, quoi. Justement, il ne s'agit pas du tout de conserver le passé, il s'agit, comme ils le disent dans la directive de la raison, de réaliser les espoirs du passé. Et pourquoi ? Parce que l'enfant, quand il voit cet appartement de jour de fête, tout à coup, tout lui semble détaché de ce que c'est habituellement, c'est-à-dire détaché de la tyrannie de la loi du travail, des équivalences, de l'échange, etc. Bref, du capitalisme. Et donc il y a une sorte de toute petite faille, là. Les choses sont exactement comme d'habitude, mais un tout petit peu décalées, et il faut travailler à élargir ce décalage, en quelque sorte. Merci beaucoup. À titre personnel, je suis très heureux de vous avoir écouté avec beaucoup d'attention. Mais puisqu'on est dans le marque-page, que vous êtes et que je suis des enfants du XXe siècle, avec l'histoire qu'on a comprise ou étudiée, et qu'on est encore dans le XXIe siècle, imaginons qu'on ait une marque-page comme ça et qu'on retrouve vos marque-pages dans 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire, et peut-être même dans un autre continent. Quelle est la force des textes que vous avez lus aujourd'hui, si je vous écoute et je vous suis, c'est-à-dire oublier les commentaires, éviter d'avoir des interprétations universitaires? Quelle pourrait être l'interprétation, pas l'interprétation, la lecture, la compréhension des textes que vous avez lus aujourd'hui, dans 300 ans, par des gens qui n'auraient pas la connaissance de l'histoire que vous avez, la connaissance des textes? Est-ce qu'ils auraient moins de force, plus de force? Est-ce qu'ils seraient totalement différents? Je sais pas ce qu'ils en diraient, mais je
crois que dans 3-4 siècles, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et qui me... Je pense que c'est des textes qu'on lit parce que, c'est ça le marque-page, c'est pas ce qui nous marque, mais marque aussi presque au sens où ça fait un poinçon, une douleur. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'en dirait la critique universitaire, mais ce que j'en sais, c'est que, évidemment, là, quand on le lit, difficile de ne pas penser à ce qui se passe quand même aujourd'hui, dans plein d'endroits du monde. Il y a des gens qui pensent actuellement être absolument chez eux des colons horribles en Cisjordanie qui font le contraire de ce que je viens de dire. Parce que ce que je viens de dire sur tout est pareil et c'est un tout petit peu décalé. En fait, ça, c'est une définition du messianisme juif. Et pas du messianisme de Smotrich et Ben-Gvir. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il faut réparer, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut tisser, parce qu'il faut critiquer la situation présente, qu'un jour, peut-être, il y aura l'ère messianique. Donc, c'est exactement le contraire. Et moi, ce que je me dis, c'est aussi là, c'est que les gens qui ne peuvent plus du tout être chez eux, on a vu quand même un massacre absolument invraisemblable depuis, et puis pas que là, mais je parle de cette région du monde. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'ont plus du tout de maison, parce que dans la guerre terrible que Israël a faite à Gaza, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, et parce que aussi, et ça c'est quand même le drame, c'est que ceux qui ont aussi été massacrés dans les kibboutz le 7 octobre, les kibboutz, alors non seulement parce que c'était pour faire, il n'y a pas d'oikos sans poros, pas de maison sans passage, ils cherchaient des passages, effectivement, entre les Israéliens qui voulaient la paix et des Palestiniens, et parce que le kibboutz, c'était ce petit héritage encore du XXe siècle, dans lequel on se demandait s'il pouvait y avoir une façon d'habiter de manière socialiste sans que ce soit une possibilité manquée. C'est socialiste, le kibboutz. Voilà. Donc le drame, la non-réconciliation, et moi, c'est pourquoi, en fait, ce texte, si je le relis maintenant, il ne fait pas monter les mêmes larmes qu'à d'autres moments. Même si, évidemment, je sais que quand je l'ai lu la première fois, je vois le rapport qu'il y a entre les textes d'Adorno sur Auschwitz, etc. Et je ne vais pas le faire parler, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, mais je sais pourquoi la lecture d'Adorno fait que justement, j'essaye pas de se dire je suis chez moi, je me sens tout juste. Non, je suis dans l'inconfort. Je vais vous dire une chose. Chez Peggy, il y a un rapport qui est tellement créateur à la langue. Par exemple, Gilles parlait tout à l'heure de la propagande. Peggy, il y a deux types d'hommes, les impropagandisables et les propagandisés. Et c'est quelqu'un qui a cette chose où on a l'impression que la réalité historique, elle est tout le temps mouvante parce qu'il faut tout le temps inventer des mots pour pouvoir la penser. Et ce qui résistera, me semble-t-il, indépendamment de ce qu'a été la justesse du combat de Peggy, parce que Peggy, par exemple, si on revient sur la question juive, c'est le plus grand portrait de Bernard Lazare. Et c'est un portrait magnifique. Ça, il faudrait que tout le monde lise. C'est pas simplement la lettre de Guy Moquet qui doit être lue dans les écoles. C'est le dessin que va faire Peggy de des premiers Dreyfusards dont personne ne veut, et même pas la communauté juive, parce que en disant il va encore nous attirer que des emmerdements, lui. Et Peggy dit voilà, celui par qui le scandale est arrivé, et il en fait un homme athée. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. C'est un portrait, voilà. Et il est toujours Peggy dans ce rapport à l'écriture qui donne quelque chose d'autre que simplement un texte. Et donc je pense que ça, à mon avis, à moins que l'espèce humaine ait été totalement modifiée, tout est possible, c'est quelque chose, Peggy, qui passe pas à l'IA, par exemple. C'est comme Michelet. Essayez de faire lire un texte de Michelet à l'IA, vous allez voir, parce que moi, mes étudiants essayent, donc c'est génial. Et donc, je peux leur dire, non, ça va pas le faire. Et donc, je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui connaît pas le style. Et qui va vous faire, c'est vraiment impressionnant, hein, une lecture de Michelet ou de Peggy, je pense, à l'IA. Et peut-être que c'est ça qui fera la durabilité. C'est qu'ils peuvent monter toutes les IA du monde, et les IA, elles pourront jamais lire Peggy. C'est dommage.
Je voulais prendre le micro à la bonnette, mais j'ai eu peur que Carla Bruni soit là, qu'elle vienne m'arracher la bonnette. Donc je laisse la bonnette attachée. Alors les petits interludes que nous avons prévus avec Yann Potin sont des interludes très variables, c'est-à-dire qu'on avait pensé à faire un peu Vladimir Estragon, Sancho Panza et Don Quichotte, voilà. Mais peut-être donc comme on avait réservé le temps de discussion à l'échange et au dialogue lui-même, je pense que le mieux serait peut-être que moi je vous lise un de mes marque-pages qui viendra peut-être faire écho en fait à ce qui a été dit ici. J'avais pensé un petit marque-page d'interlude et notamment une réflexion, puisque on l'a dit, c'était une réflexion préparatoire sur la maison. J'ai voyagé, j'ai pris l'avion avec mon livre de chevet, ma Pléiade de Duras, le volume 4, qui est le livre préféré de mon chien, Sherlock. Oui, parce que c'est un chien qui vraiment aime les livres, qui les respecte. Et s'il est un peu jauni, c'est parce qu'il s'endort avec dans son panier. Alors, oui, vous voyez comme quoi Duras fait dormir. Alors, je voulais vous lire ce passage parce qu'il me semblait qu'en écho à tous les marque-pages qu'on a pu et qu'on va entendre, il y a tout un passage dans la vie matérielle qui date de la fin des années 80. Et cette vie matérielle qui était une suite d'échanges avec Jérôme Beaujour, vous avez tout un passage sur les maisons. Vous savez que Duras a fétichisé dans son écriture la maison, qu'elle a eu plusieurs maisons, Nofle-le-Château, les Roches-Noires, dont elle n'arrivait plus à payer le loyer, donc il fait qu'elle n'a plus mis les pieds aux Roches-Noires des années 60 et des années 70, mais grâce à l'amant, elle a pu revenir en majesté pour dire à la fin de sa vie que c'était le lieu qu'elle préférait, parce qu'elle arrivait à payer les charges. Donc, voilà, elle a toute cette réflexion sur les maisons, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce passage de la vie matérielle après les maisons passe par tout ce qui est extérieur à la maison, c'est-à-dire tout ce qui pourrait faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur, comme disait Jean Rousset, que plus personne ne lit. Donc, ce passage qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon chien, ça s'appelle « Des animaux ». Des animaux, je voudrais tellement en avoir, beaucoup et différents. C'est impossible à Paris de posséder une vache. Aussi impossible que d'être fou. Une vache, à Paris, attachée à la porte des immeubles, c'est l'asile psychiatrique garanti le lendemain matin, et pour la vache, et pour le propriétaire. J'ai vu, la semaine dernière, à la télévision, une grande ours sortir de dessous les glaces de l'Arctique. Elle a sorti la tête, elle a regardé. Elle s'est hissée hors de son trou, et elle est tombée, faible. Elle a eu 3 petits dans l'hiver 86, cette grande ours, et elle n'a pas bougé. Elle n'a pas mangé pendant 3 mois. Ces 3 petits sont très solides et très bien nourris de son lait. Elle est à bout de force. Elle sort 1 minute le premier jour, 10 minutes le deuxième, etc. Au bout d'une semaine, elle descend en roulant sur elle-même jusqu'à la mer. Elle nage tout en regardant le trou duquel les petits sont interdits de sortir. Elle ne traîne pas. Elle mange la moitié d'un petit phoque. Elle amène l'autre partie aux enfants. Elle est grande comme le général de Gaulle. Elle y fait penser. Superbe. À 100 mètres de son trou, il y a un mâle qui regarde. Elle s'arrête. Elle le regarde à son tour. Il file, terrorisé. Voilà, c'était ce petit interlude récréatif. Il s'agissait d'Anne Simonin et de Gilles Moutot lors de la journée Partager ses marque-pages, organisée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 13 mai 2026, avec l'association Le Marque-Page du banquet du livre d'été de la Grâce. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.